Émilie m'a regardé avec un ricanement après que j'ai annoncé ma démission et j'ai répondu en soutenant un regard silencieux et fixe. Notre conversation tournait autour de la décision de l'entreprise de réduire les coûts de main-d'œuvre, avec un dédain particulier envers ceux qui exploitaient, soi-disant, les heures supplémentaires. Thomas aussi semblait se délecter de l'idée de tailler dans les dépenses. Une semaine plus tard, mon téléphone sonnait sans cesse, avec des appels de l'entreprise. En répondant, le président a demandé sèchement « Qui êtes-vous exactement ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner moqueusement à la question du président. En réponse, je me suis présentée comme Liliane Joubert, une employée de 59 ans avec 37 années de service dévoué depuis la fin de mes études. J'ai expliqué le rôle de notre entreprise dans la fourniture de services administratifs, particulièrement pour les présidents d'entreprises occupés en gérant les tâches de bureau spécialisées dans les affaires fiscales. Je gérais fièrement 45 clients, une responsabilité qui était devenue écrasante, malgré l'assistance d'une collaboratrice à temps partiel. Malgré les défis, je ne pouvais montrer aucun signe de faiblesse. Nos clients étaient des relations de longue date et leur difficulté alimenta ma détermination. Aujourd'hui, alors que j'étais assise devant mon ordinateur, le harcèlement incessant de Thomas et Émilie pesait lourdement sur mon esprit. Thomas, 7 ans plus jeune que moi, et maintenant chef du département fiscal, avait drastiquement changé son attitude, il y a 3 mois lors de sa promotion. Son ton, autrefois poli, était remplacé par de la condescendance et des plaintes, rendant chaque interaction un combat. Même quand je contrecarrais, il restait impassible, en m'instruisant de consulter le manuel pour guidance et en m'avertissant contre des actions inutiles. Émilie, l'assistante de Thomas, se joignait au harcèlement en critiquant mon efficacité et en se moquant de mon statut d'employé de base, malgré le fait que j'avais été la première à décliner une promotion au poste de chef de département. Un fait inconnu de Thomas et Émilie, je m'engageais à compléter mes tâches régulières. Leur harcèlement persistait, avec Thomas m'accusant d'augmenter les heures supplémentaires en les qualifiant de gaspillage. Émilie faisait écho à son sentiment, en soupirant, comme elle prétendait que mes heures supplémentaires constantes tiraient vers le bas la performance de tout le département fiscal. La cause récente de mes heures supplémentaires était Thomas, laissant inopinément un mois entier de dossiers clients sur mon bureau à classer d'ici la fin du mois, après le travail, mon visage blêmi en jetant un œil aux dossiers devant moi. « Attendez, tous ces dossiers ont des délais ce mois-ci, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré confuse. Cependant, avant que je puisse saisir la gravité de la situation, Thomas rangeait déjà son bureau complètement désintéressé de répondre à mes préoccupations. « Je rentre, prends-en soin », a-t-il remarqué nonchalamment en quittant rapidement le bureau, me laissant avec un tas de tâches urgentes. Émilie a suivi, en ajoutant l'insulte à l'injure avec un rire moqueur. L'incrédulité de la situation m'a pesé et j'ai soupiré lourdement en ouvrant les dossiers clients éparpillés sur mon bureau. À mon désarroi, certains des dossiers étaient à l'origine la responsabilité d'Émilie. La réalisation a approfondi mon soupir. Je comprenais pourquoi Thomas m'avait soumise à un harcèlement incessant. Il voulait que je parte à la retraite rapidement. Mon expérience étendue et mes connaissances plus profondes en fiscalité faisaient de moi une ressource préférée pour les autres membres du département fiscal plutôt que Thomas. Le comportement inapprochable de Thomas et son apparence peu attrayante faisaient que tout le monde, sauf Émilie, l'évitait. Il semblait que la proximité d'Émilie avec lui était stratégique, motivée par la préférence de Thomas pour les employés plus jeunes. La superficialité de leurs pensées m'a donné un frisson. Le harcèlement d'Émilie n'était pas juste une vendetta personnelle. Elle visait à se faire bien voir de Thomas, celui qui évaluait la performance du département fiscal. Malgré ces défis, je devais gérer les déclarations tout en préparant les déclarations fiscales pour mes entreprises assignées. Il semblait que la charge de travail d'aujourd'hui était loin d'être terminée. Cependant, réclamer des heures supplémentaires n'inviterait que des plaintes de Thomas et Émilie, me laissant résignée à la perspective d'heures supplémentaires non payées,
Puis, inopinément, j'ai reçu une convocation au bureau du président. Notre entreprise avait récemment subi un changement de direction en raison de la maladie soudaine de l'ancien président. Le nouveau président, le fils de l'ancien président, n'était pas pleinement familiarisé avec notre entreprise. En entrant dans le bureau, j'ai remarqué Thomas et Émilie avec des sourires déplaisants sur leurs visages. Dans une atmosphère tendue, le président a lâché une bombe. « Liliane, il va falloir que vous démissionniez d'ici la fin du mois. » Mon esprit tournoyait alors que je demandais des clarifications. Thomas et Émilie m'avaient apparemment accusé de surfacturer les heures supplémentaires en citant que tandis que les autres avaient autour de 15 heures, j'avais dépassé 80 heures. Le président, ignorant les vraies circonstances, semblait impressionné par les 0 heures supplémentaires de Thomas et Émilie. La réalité de la situation m'a frappé. Les heures supplémentaires gonflées étaient le résultat de faire le travail de Thomas et Émilie. Cependant, révéler les instructions de Thomas risquerait de le dépeindre comme mon incapacité à gérer le temps efficacement. J'ai présenté les faits en affirmant que je n'avais pas surfacturé les heures supplémentaires, mais que je luttais pour finir ma charge de travail dans les heures régulières. Le président a soupiré profondément en exprimant le doute, mais en reconnaissant le manque de preuves pour poursuivre l'affaire plus loin. Néanmoins, il a insisté sur le fait qu'il ne pouvait retenir quelqu'un travaillant à un rythme aussi lent, résigné à la situation. Le président a suggéré ma démission, et il semblait que son esprit était fait, dit de quitter l'entreprise à laquelle j'avais consacré 37 ans. J'ai senti une fatigue s'installer, malgré ma dédication. La charge de travail supplémentaire de Thomas et Émilie passait inaperçue. J'ai accepté de démissionner à la fin du mois, en reconnaissant que j'avais déjà communiqué ma décision au président. En jetant un regard à Thomas et Émilie, leur sourire vulgaire reflétait la satisfaction. En quittant le bureau du président, Émilie m'a nargué avec un merci sarcastique pour avoir démissionné, son ricanement coupant. À travers, j'ai répondu avec un regard silencieux face à un dédain similaire de Thomas qui partageait son approbation de réduire les coûts de main-d'œuvre et me qualifiait de quelqu'un exploitant les heures supplémentaires payées. En observant leur conversation joyeuse, je réfléchissais au processus de passation. En créant des documents pour tous mes clients, j'assurais des adieux appropriés et des rendez-vous avec ceux que je pouvais rencontrer personnellement, incapable de programmer une réunion avec le président. J'ai recours à des lettres pour les informer de mon successeur, une semaine après la démission. Profitant d'un moment de relaxation à la maison, mon téléphone portable a sonné en voyant l'appel de l'entreprise. J'ai hésité, ayant déjà complété les procédures d'assurance sociale. Cependant, des appels persistants, à la fois de l'entreprise et des portables personnels de Thomas et Émilie, m'ont mené à répondre à contre-cœur. En décrochant, le président a parlé urgemment en demandant « Qui êtes-vous exactement ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre moqueusement, juste une dame au chômage qui a démissionné de l'entreprise, rien d'autre. En réponse, le président a expliqué urgemment le chaos depuis mon départ, 49 appels pour arrêter les transactions avec l'entreprise. Il a supplié pour mon retour immédiat, révélant un sentiment de panique dans son ton. À contre-cœur, je me suis levée de mon siège et me suis dirigée vers l'entreprise. À mon arrivée, j'ai trouvé Thomas et Émilie, attendant leurs visages, notablement pâles, et des cernes, soulignant leurs yeux fatigués, surprise par leur changement drastique d'apparence. J'ai demandé ce qui se passait. Thomas m'a fusillé du regard et a révélé depuis que vous êtes partis, nous avons été bombardés d'appels pour arrêter les transactions, non seulement de vos clients, mais aussi d'entreprises prospectives que nous prévoyions d'introduire. Qu'avez-vous fait ? Émilie a fait écho aux soupçons, en exprimant la dissolution, à l'idée que je recourais à des tactiques sournoises. Leur apparence hagarde suggérait le péage de gérer les annulations, tandis que je n'avais pas manipulé les clients. J'avais une intuition sur la raison derrière les arrêts de transactions, considérant l'inévitabilité des annulations. J'ai marmonné mes pensées à voix haute. Thomas, cependant, m'a accusé directement
en insistant que j'avais orchestré quelque chose. Il a exigé que j'aille au bureau du président immédiatement, en m'escortant de force là-bas, en entrant dans le bureau du président avec Thomas et Émilie. Le président m'a accueilli avec un regard direct dans les yeux. Thomas a déclaré « Président ». Je l'ai amené avec un air d'autorité, tandis qu'Émilie suivait précipitamment, ignorant leur ton accusateur. Le président m'a questionné sur l'arrêt abrupt des transactions après mon départ. J'ai pris une profonde respiration et expliqué nos clients n'ont pas besoin de nous pour gérer leurs impôts. Il y a des cabinets d'experts comptables qui offrent des services moins chers. Ils continuaient avec nous, à cause de moi. Thomas a répliqué en questionnant ma valeur personnelle et Émilie m'a nargué tous deux, défiant ma valeur pour l'entreprise. Imperturbable, j'ai élaboré sur mon approche unique, offrant des stratégies d'économie fiscale adaptées qui résonnaient avec nos clients. Thomas l'a rejeté comme inefficace, en arguant que leurs opérations basées sur le manuel étaient plus pratiques. Le président a soupiré profondément en reconnaissant la différence fondamentale dans nos approches. D'un ton sérieux, il a dit en fait, signalant une révélation cruciale ou une décision à suivre. J'ai reçu un appel surprenant de mon père, l'ancien président. Il s'avère que certains clients qui avaient arrêté les transactions sont allés directement chez papa pour négocier. En mon nom, je n'avais pas anticipé que les clients iraient à de telles longueurs pour moi. Papa a souligné que le département fiscal prospérait grâce à mes contributions. Non seulement je gérais mes clients efficacement, mais je soutenais aussi les clients de mes collègues, possédant des connaissances que même Thomas ne pouvait égaler. Papa a divulgué que si je n'avais pas décliné la promotion, j'aurais tenu une position plus élevée qu'un chef de département. À ce jour, le président actuel a exprimé des regrets avec une expression douloureuse. Émilie paraissait choquée probablement, en luttant avec l'idée que j'aurais pu être sa supérieure. Le président s'est excusé pour m'avoir fait démissionner initialement et a demandé si je considérerais de révoquer ma démission selon papa. J'étais indispensable à l'entreprise. Tandis que j'appréciais le changement de perspective du président, j'hésitais à accepter. Thomas a interrompu notre conversation visiblement upset et a protesté contre la décision du président en questionnant pourquoi j'étais choisie plutôt que lui. Émilie a fait écho à ses sentiments en louant le leadership de Thomas et en exprimant l'incrédulité à la préférence pour moi. Le président les a alors adressés sévèrement en révélant que depuis ma démission de nombreuses plaintes avaient été reçues du département fiscal, suggérant qu'ils avaient transféré leur charge de travail sur les autres. Le visage de Thomas a pâli, alors que le président exposait le fait qu'il avait poussé la préparation des formulaires de déclaration client sur les subordonnés, y compris le travail d'Émilie pour plusieurs clients. Le président a pointé l'ironie, considérant que Thomas m'avait accusé d'être une voleuse de salaire, en observant les expressions pâles de Thomas, et Émilie, le président, a continué en révélant une fuite alléguée sur leur relation romantique. Thomas a lutté pour se défendre, en prétendant qu'il mentorait simplement Émilie comme sa supérieure. Cependant, le président a produit des reçus du département comptable, indiquant des dépenses de repas déposées par Thomas. Confronté à l'évidence, Thomas suant abondamment était incapable de fournir une explication convaincante. Émilie aussi est devenue pâle comme un fantôme, alors que le président les accusait de négliger leurs devoirs, d'inflater les demandes de dépenses et de violer la politique de l'entreprise en ayant une affaire au bureau tout en étant mariés. D'une manière calme et directe, le président a déclaré la fin de leur emploi, effective immédiatement. Thomas et Émilie ont essayé de résister en promettant de rétracter les demandes de reçus et en suppliant pour leurs emplois. « J'ai une famille », a désespérément plaidé Thomas en tentant d'inverser sa terminaison. Émilie a fait écho à ses sentiments en exprimant soigneusement sa peur d'être virée. Elle a promis de s'excuser auprès de moi et des autres pour les avoir chargés de travail, réalisant la gravité de la situation, impliquant la négligence des devoirs et une affaire avec un superviseur concerné par sa réputation. Elle a imploré pour une seconde chance, sentant leur désespoir. J'ai offert un conseil
Pourquoi ne pas arrêter de résister? C'est indigne, ai-je suggéré. Thomas m'a fusillé du regard, en répliquant « Tais-toi, qu'est-ce qu'une personne célibataire comme toi comprendrait ?» J'ai soupiré, en lui rappelant « Thomas, c'est toi qui m'as fait virer, c'est juste le karma. Ce qui se passe autour revient. Pourquoi ne pas prendre un peu de responsabilité et réfléchir un peu ?» Frustré. Thomas a détourné le regard tandis qu'Émilie se mordait la lèvre en détresse, consciente de plus de détails sur leur inconduite. Je me suis tournée vers le président en demandant avec un sourire si je devais les partager. Thomas et Émilie ont frénétiquement essayé de m'arrêter, craignant une exposition supplémentaire. J'ai émis un ultimatum en les avertissant que les méfaits finiraient par venir à la lumière, en les exhortant à faire face à la réalité avant que ça empire. À mes mots, Thomas et Émilie se sont effondrés à genoux et le président a décidé de les virer sur place. Plus tard, j'ai révélé plus sur leurs méfaits, y compris Thomas, feignant des voyages d'affaires pour passer des jours avec Émilie, et leurs tactiques insidieuses de harceler les employés détestés pour les faire démissionner. Malgré mes tentatives d'aider ces employés, les stratégies de Thomas et Émilie étaient implacables. Ils réprimandaient répétitivement et pressuraient les employés hors de ma vue, souvent en assignant des tâches soudaines, avec des délais serrés. Les employés démissionnés m'avaient initialement demandé de me taire, mais comme ils travaillaient maintenant heureusement ailleurs, j'ai décidé qu'il était temps de parler. Le président, furieux à mes révélations, a exprimé sa colère sur la réduction du salaire final de Thomas et Émilie. Il prévoyait d'enquêter Torrouli sur les demandes de dépenses gonflées passées. Thomas, avec des larmes aux yeux, a supplié le président de ne pas couper son salaire craignant l'impact sur sa famille. Alors que la vérité se déroulait, l'affaire de Thomas avec Émilie est venue à la lumière, menant au divorce de Thomas. Les deux font maintenant face à des demandes de compensation dans le procès de divorce marquant les conséquences aftermath de leurs actions. Je suis devenue aware de la situation quand Thomas m'a contacté, cherchant de l'aide pour persuader le président de reconsidérer leur licenciement. Émilie et Thomas se sont trouvés dans une situation désespérée. Malgré leurs efforts, ils luttaient pour sécuriser de nouveaux emplois dans l'industrie fiscale. La nature étroite de l'industrie signifiait que le mot de leurs méfaits se répandait rapidement, rendant les employeurs potentiels hésitant à les embaucher, désespérés pour un revenu pour couvrir la compensation de divorce et les dépenses de vie. Ils ont recours au travail journalier sur des chantiers de construction, un écart stark de leur rôle de bureau précédent. Émilie m'appelait souvent, en larmes plaidant, pour de l'aide. « Liliane, s'il te plaît, aide-moi. Je voulais seulement une vie meilleure et je n'ai jamais vraiment aimé Thomas », pleurait-elle. Cependant, je ne pouvais ignorer le fait que leur prédicament était une conséquence de leurs propres actions. Beaucoup, y compris moi, avaient été impactés par leur comportement. Je rappelais à Émilie que les conséquences étaient le résultat de ses choix. « On ne peut pas désonner une cloche », lui ai-je dit fermement. Faire face aux hardships était la conséquence de ses décisions. Le désespoir d'Émilie résonnait à travers ses protestations. Malgré ses regrets, le résultat restait inchangé. Quant à moi, j'ai choisi de me distancer du chaos du monde corporate. Malgré les supplications du président, pour mon retour, j'ai décliné, une fois dit, de démissionner. Je n'avais aucun désir de revenir. Au lieu de cela, j'ai trouvé du solace en assistant dans un cabinet fiscal d'un ami complétant mes revenus et profitant d'un style de vie plus relaxé. Dans l'avenir, j'entretenais l'idée de démarrer mon propre cabinet où je pouvais servir mes clients. Sans les contraintes de la bureaucratie corporate dans mon propre espace, je pouvais me dédier pleinement aux besoins de mes clients. En tant qu'experte comptable, j'aspirais à être sur un pied d'égalité avec mes clients, fournissant un service sans supériorité. Cela marquait le début d'un nouveau chapitre dans ma vie, un rempli d'excitation et d'opportunités pour poursuivre ce qui comptait vraiment pour moi. Ma seconde vie venait juste de commencer et j'attendais avec impatience le voyage ahead.